le premier vice-président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, cher Marc-André. Je salue le président du Cercle d'affaires Belgique-Québec, Olivier, et bien entendu la modératrice, chère Katharina. Bienvenue à tous. On est très, très heureux de lancer notre série Relance, donc une série de webinaires thématiques. Et on vous a réservé de grosses pointures pour lancer cette série et un sujet qui, je pense, est important pour plusieurs d'entre vous. On est heureux de tenir le tout avec un partenaire de qualité comme le Cercle d'affaires Belgique-Québec. On ne peut pas exercer le rôle que l'on a ici à Bruxelles comme délégation générale. On ne peut pas demeurer actif dans le développement des relations économiques et politiques entre nos deux juridictions et ne pas être intéressé, que dis-je, obnubilé par l'enjeu qui sera discuté aujourd'hui. Cette relance, on le constate, elle ne se fera pas en restant seul, chacun de son côté. Elle se réussira grâce à notre travail, à notre résilience, mais elle se fera également en collaboration et en cordialité, un néologisme, en cordialité avec de précieux alliés et amis. Et c'est ce que nous sommes entre la Wallonie et le Québec depuis longtemps, pas longtemps comme dans Ringard, mais plutôt longtemps comme dans Grand Millésime. La Wallonie demeure une terre remarquable pour investir, pour s'y développer, pour conquérir le marché de l'Europe. Quant au Québec, sa géographie naturelle rappelle une main droite ouverte sur le monde avec la Gaspésie représentant le pouce. Il constitue ainsi une formidable porte d'entrée sur l'Amérique du Nord. Qui de mieux maintenant que nos deux invités d'aujourd'hui pour nous parler, pour discuter, pour façonner cette relance? Nous avons la chance de compter sur deux conférenciers de grande qualité dont le parcours professionnel parle par lui-même. Ils nous ont fait l'honneur d'accepter de participer à ce webinaire, rehaussant de leur crédibilité l'important sujet retenu, espoir et relance, les pistes d'action des grands investisseurs. Olivier et Marc-André, merci de votre présence. Les leçons que tirent ces investisseurs de la crise pandémique, les tendances lourdes ou éphémères qu'ils observent, leurs prospectives, les secteurs qui méritent leur attention, influent sur la relance et surtout en restent l'un des piliers. Nous sommes de part et d'autre de l'Atlantique choyés de pouvoir compter sur ces institutions, ces deux grandes institutions qui, au-delà de viser une rentabilité normale et saine dans leurs activités, valorisent aussi le développement et l'économie durable. Comme vous, j'ai bien hâte de les entendre. Ils seront habilement questionnés par Katharina Letort de LN24, animatrice de talent, à qui j'ai le plaisir de laisser la parole, tout en la félicitant pour sa nomination cette semaine au prix ASAP dans la catégorie Révélation média de l'année. Alors, bon webinaire à tous et Katharina, à toi le plancher virtuel. Merci beaucoup, Pierre-Luc, pour cette belle introduction avec une petite surprise en fin d'introduction. Merci à vous. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'être cet après-midi pour les Wallons et ce matin pour les Québécois en présence de deux grandes personnalités dont on est très curieux d'entendre l'avis sur la relance et sur l'espoir. Et j'aime beaucoup le titre de ce webinaire parce qu'il en faut beaucoup d'espoir. Olivier Van der Reest, bien présenté déjà par Pierre-Luc, président du comité de direction de la Société régionale d'investissement de Wallonie, que l'on connaît très bien en Belgique, et Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef de la Caisse de dépôt et placement du Québec. La petite particularité pour Marc-André Blanchard, c'est que notre invité a une double casquette. Il y a à la fois cet intérêt pour l'investissement en tant qu'investisseur institutionnel, mais aussi de garant quelque part du développement économique plus général du Québec. Donc, ça va être très intéressant aussi d'entendre nos deux intervenants qui ont d'ailleurs chacun un bagage politique. Et donc là aussi, on aura besoin de leur lumière puisqu'on va beaucoup parler de relance économique et dès lors de stratégie politique. Sans plus tarder, je donne donc la parole à Olivier Van der Reest qui nous présente ses pistes d'action pour des investissements répondant aux défis de la crise pandémique. Olivier, c'est à vous. Mais merci Katharina pour cette présentation. Merci à la délégation générale et au cercle d'affaires de me permettre de présenter la SRIW et surtout d'interagir avec Marc-André parce que la CDPQ est évidemment un investisseur illustre,
100 fois plus grand que nous. Donc, quand on parle de deux grands investisseurs, il faut quand même rester modeste en Wallonie, et duquel nous avons beaucoup à apprendre. Et je me réjouis donc d'interagir et de débattre avec lui. Alors, j'ai préparé une brève présentation de la SRIW qui va déboucher aussi sur nos pistes de la relance. Donc, la SRIW, c'est une société d'investissement qui est détenue par la région wallonne de Belgique. Région wallonne, c'est une des 3 régions de Belgique. C'est en quelque sorte le fonds souverain wallon, mais pas le fonds souverain au sens norvégien ou du Golfe Persique qui recycle des excédents budgétaires pour diversifier les revenus. C'est plus le fonds souverain au sens de soutenir les entreprises actives en Wallonie pour y développer ou y consolider l'emploi, l'activité, créer de la valeur ajoutée. On a un portefeuille de 400 sociétés, dont la valeur comptable, je dirais, 2,5 milliards. Cependant, 60% de cette valeur est représentée par 4 grandes participations historiques, dont on a la plupart du temps le co-contrôle ou le contrôle, qui sont actifs dans l'assurance, dans la défense, dans la chimie et aussi dans l'aéronautique, avec notamment Sonaca, qui est une filiale au Québec. On a investi 270 millions l'année dernière, ce qui est une grosse année, c'est une année record en termes d'investissement. En termes de résultats, c'est plus modeste, puisqu'on a eu peu de dividendes de nos participations et on ne valorise pas nos plus-values latentes. Le résultat de 2019, lui, est plus représentatif, je dirais, de notre activité normale. Alors, comment voit-on un peu notre rôle? Quelle est un peu notre vision? Eh bien, je pense qu'elle est quadruple. D'un côté, nous avons une mission d'ancrage, c'est-à-dire de maintenir en Wallonie, en Belgique, le headquarter, le centre de décision de certaines participations stratégiques ou structurantes. Deuxième élément, la croissance, le soutien par des participations minoritaires ou par des prêts à des moyennes et grandes entreprises pour leurs investissements, pour leur croissance externe, pour leur transmission, pour leur transition énergétique, digitale ou autre. Troisième volet, l'innovation. On pense souvent que les sociétés publiques d'investissement, je dirais, qui gèrent non pas des fonds de tiers, mais des fonds régionaux, sont des investisseurs de dernier recours. Ceux chez qui les compagnies, les sociétés vont quand elles n'ont plus d'autre choix parce qu'elles sont confrontées à un retournement. Nous, on aime bien d'être aussi des investisseurs de premier recours et quelque part d'investir beaucoup dans l'innovation, dans les sciences de la vie, dans les technologies énergétiques pour aussi créer des écosystèmes. Quatrième élément, là c'est plus une approche top-down. On n'attend pas que des sociétés viennent nous présenter des projets, mais quand on décèle des trous dans les chaînes de valeur ou des besoins de relocalisation de certaines productions, on peut agir par appel à projet et j'y reviendrai dans quelques minutes. Voilà donc notre quadruple rôle. Alors pour remplir ce quadruple rôle, on est organisé en différentes plateformes d'investissement. Vous les voyez, qui sont chacune référées à un des pôles. Toutes ces plateformes ont une équipe dédiée, un advisory board, des ressources externes de fonds d'investissement, de board members, etc. Donc, chaque plateforme doit constituer son réseau et il y a une politique d'investissement spécifique, parfois un comité d'investissement spécifique, parce qu'on n'investit évidemment pas dans les life sciences comme on investit dans les infrastructures énergétiques. Alors, je vais faire un focus sur 3 éléments qui sont aussi déjà des pistes pour la relance. Le premier écosystème que je voudrais aborder, si vous pouvez passer au slide suivant, voilà, c'est un écosystème, je crois, très mature aujourd'hui en Wallonie, qui est l'écosystème des biotech. On a évidemment depuis longtemps les géants, les GSK, que vous connaissez aussi à Québec, les UCB, mais au début des années 2000, là, on voit la création des premières startups biotech. À ce moment-là, les investisseurs publics et les business angels sont assez seuls. La région wallonne en fait une priorité, notamment dans son soutien à la recherche. Du coup, la SRIW, qui est quelque part le bras d'investissement de la région, suit. Aujourd'hui, on a 60 sociétés en portefeuille pour une valeur de 250 millions, dont la moitié sont du venture capital. On a un réseau important. Mais nous, avec d'autres, on a contribué à créer vraiment un écosystème extrêmement vivace parce qu'aujourd'hui, il y a 200 startups qui sont actives dans tous les secteurs de la biotech, qui lèvent en moyenne 500 millions d'euros par an
Et il n'y a quasi plus de levée de fonds sans fonds étrangers, européens, américains, asiatiques ou même australiens. On peut dire que les startups ne créent pas tellement d'emplois, mais à côté des startups, il y a toute une série de sociétés de services ou de sociétés de production, les fameux Contract Development Manufacturer Officers, qui, elles, créent des milliers d'emplois. Et c'est aussi une plateforme qui, aujourd'hui, génère des revenus ou des revenus importants, puisque, bon, en Wallonie, je dirais, on dit toujours que ça quelque part mis la Wallonie sur la carte mondiale des biotech. On a fait un exit fameux avec la société Ojeda qui a été vendue aux Japonais. Les investisseurs y avaient investi 35 millions, elle a été vendue 800 millions d'euros. De même, il y a plusieurs IPO qui ont eu lieu ces dernières années sur le Nasdaq comme sur Euronext. Donc, voilà un écosystème qui aujourd'hui est résilient, est robuste et qui est attractif pour des investisseurs étrangers. Alors, autre focus, qui est certainement un focus pour la relance, c'est évidemment toute la problématique de l'énergie renouvelable, où là, on se positionne plutôt comme développeur ou comme co-développeur. Dès l'an 2000, donc il y a plus de 20 ans, on a investi dans notre premier parc offshore. On est aujourd'hui actionnaire de 3 parcs offshore en mer du Nord. La Belgique est, je crois, le 4e pays qui a la puissance installée la plus importante en termes d'énergie éolienne offshore. On a investi dans l'agrivoltaïque, donc les panneaux photovoltaïques qui sont sur les champs. On a développé, là vraiment, nous-mêmes, avec un autre partenaire, un business model de stockage directement raccordé au réseau de transport, réplicable. Ça va bientôt être inauguré, sans doute en septembre. Et évidemment, nos next topics sont l'hydrogène, qui est au cœur de la plupart des plans de relance européens, et également les communautés d'énergie. Alors, dernier focus pour la relance, ça, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est ce qu'on appelle les appels à projets, la politique industrielle. Parmi les appels à projets qu'on a lancés, il y a eu un appel à projet sur le recyclage du plastique. On a reçu 25 candidatures, on a sélectionné 6 projets, dont celui du groupe québécois Lavergne, qu'on ne connaissait pas en fait en Wallonie, et qui va investir dans une usine de production de résine plastique à haute valeur ajoutée. C'est un investissement de 20 millions d'euros, dont 10 millions pourraient être financés par la SRIW. Donc, je voulais conclure sur ce bel exemple, à mon avis, qui en appelle d'autres, de collaboration entre la Wallonie et le Québec. Voilà pour cette brève présentation. Je vous remercie. Merci à vous, Olivier Van der Rey. C'est vrai que c'est intéressant parce que vous nommez des collaborations. On en parlera dans un des chapitres de ce webinaire. Mais on a déjà bien identifié l'énergie renouvelable et les startups, les petites et moyennes entreprises comme étant vraiment l'un des enjeux majeurs de cette sortie de crise. Et on en parlera largement durant cette heure à passer ensemble. Merci à vous, Olivier Van der Rey. Place maintenant à Marc-André Blanchard pour idem, les pistes que vous envisagez en termes d'investissement pour la suite. Alors, merci, Katharina. Merci, je veux dire un merci tout spécial au Cercle d'affaires Belgique-Québec et aussi un gros merci à notre délégué général du Québec à Bruxelles et à Pierre-Luc et Pierre-Luc Desgagnés et toute son équipe. Alors, un grand merci pour nous réunir aujourd'hui pour avoir cette discussion. Je suis vraiment heureux et je me sens privilégié d'avoir été appelé à cette discussion parce que je crois beaucoup à ça. Et quand tantôt, j'écoutais, on va avoir plein de choses à raconter dans la discussion entre Olivier et à nous trois, là, parce que je trouve qu'il y a des pistes qui sont déjà des pistes prometteuses dans ce que Olivier mettait de l'avant comme étant dans les pistes pour la reprise. Parlons, avant d'aller plus loin, parlons dans un premier temps de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, CDPQ. Alors, je veux vous présenter la Caisse. Katharina, vous y avez fait mention. Pour nous, la Caisse a une mission double. La première mission, c'est de travailler pour les retraités et des millions de Québécois et de Québécoises. Là. On a 42 agences du gouvernement du Québec le plus gros client qu'on a, c'est le plan de retraite des Québécois, mais il y a 41 autres agences du gouvernement qui nous donnent des fonds pour investir.
Alors, on a une obligation envers eux de produire des rendements, s'assurer qu'on a de l'argent au Québec pour payer pour les retraites de nos Québécois. Mais aussi, on a un mandat qui est double, qui est le mandat d'aider, de contribuer au développement économique du Québec. Puis on en reparlera tantôt, mais on est le seul fonds de pension canadien nous sommes le seul qui avons cette double mission-là. Et je vous dirais que c'est une mission qui qui est vraiment fertile, qui est vraiment appropriée pour faire face aux défis qu'on a à faire face en 2021. Alors, quand vous regardez sur la slide suivante, on a un groupe mondial d'investissement, 365 milliards d'investis. On a, quand les 40 clients, là, ça c'est les 42 déposants. Et on est en fait répartis. Il y a 2 bureaux au Québec, Montréal et Québec, 10 bureaux à travers le monde. On est divisé en 3, on a divisé le monde en, si vous voulez, 4 sections, c'est-à-dire le Québec et le Canada, les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe. Et alors, on a 3 grands hubs et en dehors du Québec et du Canada. Nos actifs, si vous allez à la page 4, vous allez voir qu'on est, en fait, le tiers de nos actifs se retrouve dans des marchés boursiers, 30 se retrouvent dans du revenu fixe, du crédit et placement privé. Dans les îles liquides, si vous additionnez tous les îles liquides entre le placement privé, les immeubles, l'infrastructure, vous arrivez à peu près à l'autre tiers. Et ça, pour nous, juste pour vous donner un exemple, dans les années prochaines, on a environ, en ce moment, on a 26 milliards d'actifs en infrastructure. On a comme objectif d'amener ça au cours des 4 prochaines années à 60 milliards. Alors, on va faire des investissements massifs en infrastructure. C'est comme ça que récemment, nous avons fait des transactions en Europe, par exemple, pour des tours de cellulaires. On a investi dans un réseau de centres pour personnes âgées un peu plus tôt dans l'année. On a investi beaucoup dans des énergies renouvelables en Europe. Et alors, si vous regardez de 365 milliards de nos actifs, il y en a 63 milliards qui se retrouvent en Europe. Alors, c'est près de 20 de nos actifs qui se retrouvent en Europe. Je suis allé un petit peu plus loin, j'ai regardé quelle était la portion de ça qu'on avait d'investir en Belgique. La Belgique est un partenaire prioritaire pour nous dans le sens que vous êtes notre 6e partenaire pour la Caisse dans nos investissements. Si je regarde juste le volume des investissements, on a plus de 1,6 milliard de dollars d'investis en Belgique. C'est 2,5 de nos actifs. C'est 2 fois plus qu'en Italie. C'est exactement la même somme qu'aux Pays-Bas. Mais ça démontre à quel point il y a un lien qui est, pour nous, la Belgique fait partie des portes d'entrée pour l'Europe. Si on regarde à la page 5, vous allez voir nos 5 grandes orientations. Évidemment, la performance, le rendement pour nos clients, contribuer à l'économie québécoise, j'en ai parlé. La présence mondiale intégrée. Pour nous, on se voit maintenant comme un grand joueur mondial, global, et on doit avoir une approche intégrée, puis on doit avoir une approche intégrée à travers les régions du monde, et puis on doit s'allier aux meilleurs partenaires partout où on va. Ça ne veut pas dire nécessairement les plus grands partenaires, ça veut dire les meilleurs partenaires. Et ça, moi, tantôt, quand Olivier parlait d'écosystème, je suis parfaitement sur la même longueur d'onde sur la valeur des écosystèmes pour l'avenir. On va en parler tout à l'heure. Le leadership en investissement durable, pour nous, est une condition sine qua non. La question ESG est au cœur de nos préoccupations. On prétend, puis j'en reparlerai ça aussi tout à l'heure, mais que c'est quelque chose qui distingue la Caisse sur les marchés et qui doit continuer de nous distinguer. On est un des leaders mondiaux sur cette question-là. Et le dernier point, c'est une de nos priorités, c'est la question des tendances technologiques. Pour nous, évidemment, c'est dans ce qu'on fait, tant pour la question de nos investissements que de la question de nos activités. C'est une priorité. Si vous allez à la slide 6, vous allez voir, pour nous,
on veut être connu dans le monde, en fait, comme étant ceux qui doivent déployer du capital constructif. Alors, ça veut dire quoi un capital constructif? C'est un capital qui fait la différence. De là, l'importance pour nous de la question ESG, de la question de contribuer à la lutte sur les changements climatiques, de contribuer à la lutte contre les inégalités. L'autre chose, c'est on veut faire avancer les choses de façon concrète pour nos partenaires puis pour nos entreprises en portefeuille. On n'est pas juste comme un investisseur, on est aussi un partenaire et on essaie d'améliorer pour nous, l'investissement. Quand on fait l'investissement, c'est un moment important, mais tout ce qui se retrouve aussi dans le post-invest, qu'on appelle pour la vie de l'entreprise, la vie de notre investissement au sein de cette entreprise-là, notre influence au sein des entreprises est pour nous doit être significative. Et on doit être proactif comme institution, sur cet angle-là. Et évidemment, la question du développement et croissance de l'économie. Si vous allez à la page 7, vous allez voir qu'on parle de trois priorités en investissement durable. On a été le premier fonds de pension nord-américain. Je pense qu'il y avait peut-être quelques Européens qui l'avaient fait, mais en 2017, à mettre de l'avant une politique de lutte contre les changements climatiques et de se fixer des objectifs. Et depuis 2017, on a réduit notre intensité carbone de 38 %, puis on a augmenté de 36 milliards le volume de nos actifs sobres en carbone. Vous donner un exemple. Pour nous, ce désir-là, évidemment, il y a toute la question de l'importance pour la pérennité de nos investissements, puis notre contribution, mais pourquoi on voit un rôle, il y a quelque chose dans la façon dont on voit le rôle de la Caisse qui est très différent de certains autres investisseurs institutionnels. Puis ça, c'est lié probablement du fait qu'on a cette double mission de développement économique. Alors, pour nous, ça fait longtemps que nous réfléchissons aux stakeholders. Ça fait longtemps qu'on travaille avec les communautés et un peu comme, en fait, la Société régionale d'investissement de Wallonie, je remarque qu'il y a certaines des mêmes racines à cet égard-là dans le pourquoi et ce qu'on fait. Alors, c'est pour ça qu'on est un leader. Je veux juste expliquer que ça ne devient pas du jour au lendemain que tu décides d'être un leader en ESG ou en lutte contre le changement climatique. Il faut que ce soit branché à tes racines et à ton DNA. Et c'est le cas de la Caisse. Je vais vous donner l'exemple. Quand l'histoire de Black Lives Matter est arrivée aux États-Unis, il y a immédiatement des employés de la Caisse qui ont pensé qu'il fallait faire quelque chose au sein de la Caisse pour illustrer nos valeurs de diversité et d'inclusion. Et on a créé le Fonds 25 à la 3. C'est un fonds de 250 millions qui dit que les entreprises admissibles sont des entreprises qui ont 25 % de diversité, tant au niveau de l'actionnariat, de la direction que du conseil d'administration. Et ça vous donne le genre de choses qui nous inspirent et qui nous allument. Et là, évidemment, les questions de gouvernance, on a beaucoup poussé ça à travers les années. L'analyse ESG dans nos investissements. Pour chacun de nos investissements, on fait une analyse ESG, la question de la cybersécurité, la question de la fiscalité internationale. Et on en tient compte dans chacun. Juste pour vous donner un exemple sur le climat et comment c'est important pour nous, toute notre compensation pour les employés de la Caisse est liée à des objectifs pour la lutte au changement climatique. Alors, ça vous donne un peu la couleur de nos engagements. Alors, c'est un grand tour de la Caisse rapidement et on va discuter des partenariats un peu plus et de questions plus précises là, dans les moments qui viennent. Merci. Merci beaucoup, Marc-André Blanchard. C'est vraiment intéressant de pointer notamment le rôle des investisseurs dans
dans ce virage environnemental, parce qu'on l'oublie en fait. Quand on pointe les défis environnementaux, on se dit tiens, les entreprises doivent se tourner de plus en plus vers les enjeux climatiques, doivent être responsables. En fait, les investisseurs aussi peuvent prendre le pari et faire le pari de miser sur les entreprises aux critères ESG, environnement, social, enfin, société et gouvernemental. Et donc ça, c'est un point qu'on abordera notamment dans cette discussion parce qu'il est primordial et on l'oublie parfois, le rôle des investisseurs. Alors merci Marc-André Blanchard pour vos lumières. Ceci nous amène donc au webinaire, à l'échange qu'on s'apprête à lancer. Peut-être un petit mot sur les points qu'on abordera, comme ça vous vous y retrouvez peut-être plus facilement. En un premier temps, on se demandera quelle relance pour le Québec et pour la Wallonie, et on créera déjà des ponts, non pas en termes de collaboration à proprement parler, mais surtout en termes de similitudes qu'on peut retrouver entre le Québec et la Wallonie. Ce n'est pas forcément évident, et pourtant, quand on étudie avec beaucoup d'intention les deux plans de relance, on voit qu'il y a pas mal de points communs. Ça va être très intéressant à aborder. Quelle collaboration on peut faire et on peut noter, et là on évoquera les entreprises présentes de part et d'autre, quels défis environnementaux, on l'a largement évoqué. D'ailleurs, on voit vraiment que dans les deux présentations, ici, l'environnement fait partie des points clés de cette sortie de crise et on en est ravis. Et enfin, point 4, quelles leçons tirer de la crise? Vaste question. On commence donc avec le point numéro 1, quelle relance? Et là, je vais me baser sur les mots de Marc-André Blanchard, qui s'est montré ces dernières semaines très optimiste face à la presse, mais aussi devant le Conseil des relations internationales de Montréal. C'était en mars dernier. Vous avez notamment évoqué les opportunités, le tsunami d'opportunités que pouvait générer la crise économique. Et là, je poserai la question non pas à M. Blanchard, mais à M. Van der Rees, de savoir, d'après vous, ces opportunités, elles sont pour qui? Parce qu'il faut tout de même rappeler que des secteurs seront lésés. Et donc, quand on parle d'opportunités, c'est peut-être important de dire qu'on est conscient que certaines entreprises et certains secteurs tireront leur épingle du jeu, d'autres pas. Alors, ces opportunités, elles sont pour qui? Si du moins vous êtes de l'avis de M. Blanchard, M. Van der Rees. Mais il est clair que la crise liée au Covid est particulièrement asymétrique pour les différents secteurs. On voit que des secteurs comme le secteur pharmaceutique ont évidemment quelque part, leur importance a été soulignée, ils ont une activité plus forte que jamais. De même, tout ce qui est lié à la digitalisation, c'est évidemment terriblement accéléré. Il n'y a qu'à penser à la prise de valeur de sociétés comme Zoom et autres. Par contre, on sait qu'il y a des secteurs qui sont extrêmement victimes de la crise, qui sont évidemment l'ORECA, l'événementiel et tout ce qui est lié à l'aéronautique, dans le transport de passagers que la fabrication des avions. On le voit bien dans notre portefeuille. Maintenant, je pense que tant les États-Unis que l'Europe et sans doute le Canada ont profité, entre guillemets, de ce moment pour quelque part modifier le logiciel. Et on voit bien que dans tous les plans de relance, il y a, d'ailleurs, c'est une imposition de l'Europe, c'est évidemment la problématique du climat avec, je dirais, ces deux sous-ensembles, l'énergie, l'efficacité énergétique d'un côté, la production d'énergie renouvelable, l'hydrogène, et d'un autre côté, la mobilité, à la fois la promotion de la mobilité douce, mais aussi la voiture électrique, les réseaux de bornes de rechange, voire demain les bus et les camions qui fonctionnent à l'hydrogène. Le deuxième volet, c'est la digitalisation, la cybersécurité. Voilà, on voit bien qu'en termes de télétravail, en termes même d'e-commerce, en termes d'expérience client, l'après-crise ne sera pas l'avant-crise. Les gens ont pris des habitudes aujourd'hui qui vont se poursuivre et s'amplifier dans le passé. Donc, évidemment, climat, digital seront à mon avis, sont deux volets importants de tous les plans de relance. Pour être un peu plus original, j'en citerai un troisième, qui est un secteur très traditionnel, mais qui, à mon avis, est aussi en train de connaître une vraie évolution, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Puisque ce secteur est quelque part à la croisée des problématiques de santé et d'environnement, puisqu'il est responsable de plus de 20% des rejets de CO2. Et donc, il est à la veille d'une disruption. Ceux qui lisent la presse économique belge ont vu hier un article sur un investisseur belge qui avait multiplié par 50
son investissement en 5 ans. Eh bien, il n'avait pas investi dans la rocket science, comme on dit, il avait investi dans une société suédoise qui s'appelle Oatly, qui fait du lait d'avoine, donc du lait végétal. Il avait fait fois 50 en 5 ans. Parce qu'il y a aussi cet intérêt d'être quelque part pionnier, d'être précurseur et de pouvoir identifier la bonne affaire en termes d'investissement. Et c'est là que j'aimerais aussi poser la question à monsieur. Il faut identifier les tendances et puis essayer de repérer les champions dans les tendances. Là, nous, on investit uniquement en Wallonie. Donc, mais c'est clair que l'agroalimentaire, le lait végétal, les protéines végétales, ce sont sûrement des tendances pour les investisseurs. Oui, et puis, vous le disiez aussi en présentation, vous avez également investi dans l'offshore, hein, l'éolien offshore, qui est super important en Belgique. Et là, déjà, on notera aussi une différence avec le Québec, c'est que la Belgique se cherche encore un peu sur l'énergie renouvelable. On en parlera en fin de rencontre, là où le Québec a déjà son réseau hydroélectrique qui est très conséquent. Mais sur le caractère et la nature des investissements, Monsieur Blanchard, c'est un thème qu'on aborde très peu, en fait, cet équilibre à trouver entre à la fois les investissements qui vont relancer l'économie. Donc, effectivement, on a compris que la technologie, le climat, c'est vraiment des secteurs où on a très envie d'y croire et donc on a envie d'être celui qui trouvera l'entreprise qui marquera le tournant. Enfin, voilà, on a envie de faire la différence. Mais comment est-ce qu'on investit à la fois pour relancer l'économique, mais aussi pour stabiliser la santé, stabiliser la culture, l'éducation. Ils ne peuvent pas perdre ces investissements. Donc, est-ce que là, vous, en tant que dépôt, vous avez un intérêt aussi marqué pour ces secteurs qui sont a priori moins porteurs? En fait, à cause de notre taille, on croit beaucoup à la diversification. Alors, on a investi dans une grande, dans à peu près tous les secteurs de l'économie, je dirais. Mais revenons juste aux commentaires d'Olivier, juste un instant, juste qu'on parte un peu de la même, parce que Olivier a parfaitement raison dans tout ce qu'il a dit. Moi, je partage son avis sur tous les commentaires, mais je veux, pour les gens qui nous écoutent, prenons juste une chose sur le climat. Parce que tout le monde va s'entendre pour dire que le climat, ça va être un endroit où il va y avoir beaucoup sur toute la question de l'énergie, l'économie verte, là, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Mais essayez de voir juste les fondamentaux, comme disent les Américains, là, the fundamentals, là, la vague qui va créer ce tsunami d'opportunités. Ça vient d'où? Ça vient que pour la première fois dans l'histoire, vous avez les Américains, les Européens, les Chinois et les Indiens qui ont décidé de à peu près mettre tous leurs différents autres possibles de côté et s'unir sur la question climatique. Et tout le monde, il y a une unanimité dans le monde sur la lutte au changement climatique. On n'avait pas ça il y a 6 mois et autant. Et là, ça attire, on voit un changement de direction des capitaux. Le capital est très agile en ce moment pour réagir à ça. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça crée toutes sortes d'opportunités pour tout le monde dans la chaîne. Et là, sur cette question climatique-là, vous avez des investisseurs institutionnels comme la Caisse. Depuis très longtemps, on est les leaders dans le monde pour dire il faut s'assurer qu'il y a excusez les anglicismes, plus de disclosure dans nos états financiers sur les questions climatiques, sur notre empreinte carbone, les obligations des investisseurs de faire des meilleures déclarations, etc. Il y a ça lié à des objectifs de net zéro pour 2030, 2035, 2050 dans notre cas, pour arriver à ce qu'on arrive à net zéro dans nos activités par ces dates-là. Il y a à peu près une unanimité autour de 2040 et 2050 dans le monde en ce moment. Et là, on réalise que, oups, il faut développer des opportunités. Il va falloir qu'il y ait une transition. Il va falloir que c'est beau de parler de disclosure, parler de net zéro, mais qu'il faut des investissements. Il va falloir agir avec impact. Et moi, je suis dans ceux qui pensent que
On ne parlera plus d'impact investing dans 5, 7, 8, 10 ans. Ça va être la norme. Il n'y aura plus d'investissement qui se fera, qui sera acceptable sans avoir d'impact. Et c'est là où je vous dis, si vous regardez juste dans la transition, puis je termine là-dessus, Katrina, parce que quand on parle, parce qu'on parle de l'énergie verte, on dit, alors, Olivier a parlé de l'agroalimentaire. Il y a une révolution sur l'agroalimentaire qui se passe en ce moment. La question du bœuf, par exemple, je lisais des articles dans les revues américaines qui se demandaient si if beef was not the new coal. Et là, ça veut dire que il y a vraiment une transformation des habitudes alimentaires à travers la planète, au même moment où vous avez une augmentation de la population de façon substantielle dans le continent africain, duquel vous êtes si proche. Ça, c'est des opportunités incroyables. Dans la transition, vous avez aussi la mobilité. Olivier en a parlé, la batterie, toute la question des véhicules électriques. Après ça, la question des déchets, la question du plastique, la question des produits chimiques, le premier vol d'Air France hier vers Montréal avec de l'énergie ou de l'utilisation de gaz qui était supposément une partie du carburant qui était biologique. Et après ça, mais ça va tout changer la façon qu'on va construire les avions, les moteurs, l'utilisation de l'énergie, le shipping, on l'a vu. On a eu une petite révolution dans la pandémie sur le shipping. Après ça, on a la technologie, on en a parlé, mais ce n'est pas fini, ça, c'est le début. Puis après ça, même, il faut aller dans des endroits qui sont très classiques, comme le textile et la mode. C'est une révolution qu'il va y avoir là parce qu'on peut parler d'économie circulaire dans ces affaires-là et le désir d'acheter puis de s'assurer qu'on consomme moins. Et alors, tout ça, quand vous me demandez, on sort de la crise, de la relance, pour moi, c'est clair que tout ce qui est l'économie verte, les questions de santé, ça va être la priorité numéro 1 de tous les gouvernements dans le monde pour les 5-10 prochaines années. Aucun doute dans mon esprit. Ça va amener une série d'opportunités. Puis toute la question du digital dont Olivier a parlé. Mais c'est là qu'on voit qu'effectivement, le climat est présent partout et dans toutes les thématiques. Et c'est pour ça que ce sera vraiment le fil rouge de tout ce débat, parce que vous évoquez la santé, mais on sait à quel point ce lien est étroit entre la santé et la crise pandémique et donc le climat. Vous évoquiez aussi l'agroalimentaire. C'est intéressant parce que vous dites souvent que l'économie bleue, et on en parlera en fin de webinaire aussi, devrait permettre de retrouver une certaine souveraineté alimentaire, la place de l'agroalimentaire. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et que j'aimerais qu'on garde bien en tête pour comprendre à quel point la relance en fait, est multidimensionnelle. Et c'est là que je trouve que vos deux interventions sont brillantes, parce que quand on parle de relance, on parle beaucoup d'investissement dans les startups, dans l'innovation, comme si on devait segmenter. Mais en fait, et à vous entendre, M. Blanchard, tout est lié. Et c'est là que je trouve que votre rôle à tous les deux en tant qu'investisseurs, ou en tout cas en tant que donnant le là pour les investissements à venir, est primordial. Et ma question ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on choisit aujourd'hui justement les paris dans lesquels on a envie d'investir, et est-ce que vous avez conscience que les investisseurs pourraient être aussi ceux qui donneront le ton de la relance? Mais c'est clair que je rejoins tout à fait ce que Marc-André a dit. Aujourd'hui, une entreprise qui ne se préoccupe pas de la transition énergétique, une entreprise qui ne se préoccupe pas de sa transformation digitale, ce n'est pas qu'elle ne respecte pas des règles. On sait bien que dans 10 ans, il y a de fortes probabilités qu'elle ne soit plus là. Donc, investir aujourd'hui en tenant compte du benchmark en termes énergétiques, en termes digital, voire en termes d'économie circulaire, c'est même pas prendre une position entre guillemets morale, c'est prendre une position vraiment économique, parce que les entreprises qui ne sont pas bien situées dans ces domaines-là, demain probablement qu'elles ne seront plus compétitives. On sait que pour la transition énergétique notamment, en fait, il y a trois éléments à retenir: mesurer, réguler et inciter. Évidemment, demain, le prix de la tonne CO2, qui a déjà doublé quasi depuis le début de la crise, le prix de la tonne CO2 va rendre non compétitive
toutes les entreprises qui n'ont pas été attentives à leur transition énergétique. Donc, aujourd'hui, que dans toutes nos notes d'investissement, on analyse la position de l'entreprise par rapport à sa consommation d'énergie, par rapport à sa maturité digitale, voire par rapport à l'utilisation rare des ressources, voilà, c'est le cas chez nous aussi, même si c'est sûrement dans un process moins formalisé que la CDPQ. Donc, il y a un autre point qui est important que j'aimerais bien qu'on aborde aussi avant de passer véritablement au chapitre vert que l'on a déjà bien amorcé. C'est le chapitre des talents, en fait. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on fait en sorte que les talents locaux, donc wallons ou québécois, restent au sein de nos frontières pour justement travailler à l'élaboration de nouvelles technologies, travailler à l'élaboration de nouvelles entreprises, bref, au monde de demain. On a le sentiment que c'est aujourd'hui qu'on prend conscience que finalement, c'est peut-être bien d'investir quelque part dans nos cerveaux, avec de grands guillemets. C'est dans le plan de relance québécois, c'est dans le plan de relance wallon. Alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour, et je cite le plan de relance wallon, miser sur la jeunesse et les talents des wallons? C'est très beau, mais sur le terrain, comment est-ce qu'on fait? Moi, je pense que c'est toute une question d'opportunité. Il faut s'assurer, et là, c'est la poule ou l'œuf, là, puis vous allez. Moi, c'est pour ça que les écosystèmes auxquels Olivier faisait mention, pour lesquels Olivier faisait mention d'écosystèmes tantôt. Pour moi, là, il faut faire sauter des barrières entre l'État, le secteur privé, le secteur académique, les grandes entreprises, les petites entreprises, les sociétés d'État, les agences gouvernementales. Il faut que tout le monde, on soit plus capable de se retrouver dans des écosystèmes avec un dialogue beaucoup plus direct, beaucoup plus franc, beaucoup Mais plus. ça veut dire quoi, M. Blanchard? Ça veut dire que les entreprises s'assoient avec les institutions académiques et disent on a besoin de formation de la main-d'œuvre dans tel secteur. Ça veut dire qu'on s'assoit avec nos gouvernements pour avoir des. Et les secteurs, les services publics ne sont pas tellement habitués à ces discussions-là. Moi, j'ai été du côté du secteur public et du secteur privé. Je viens de sortir du secteur public. Je suis de retour dans le secteur quasi-public, ou parapublic peut-être, mais j'ai toute ma vie été dans le secteur privé. Alors, j'ai vécu tous les côtés de la clôture et je peux vous dire que c'était de mauvais augure pour les gouvernements, pour les sous-ministres dans notre cas, etc., parfois d'avoir des dialogues si proches avec le secteur privé. Et la même chose pour les institutions académiques, la même chose pour les institutions. Et là, on s'aperçoit que non, il faut qu'on mette. Et c'est pour ça, comment on va garder le talent chez nous? C'est par des opportunités. Comment on va développer des opportunités? C'est en faisant des maillages comme on l'a fait très rarement jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je salue, dans le cas du Québec, les initiatives du gouvernement Legault à cet égard-là sont extrêmement pertinentes pour s'assurer qu'on décloisonne toutes ces choses-là et que les gens se parlent. Parce que j'étais à l'ONU pendant 5 ans. Je peux vous dire qu'il y a un bénéfice à ce qu'on se parle. Parfois, ça peut sembler inefficace, mais je peux vous dire que ça donne des résultats et que les mentalités changent. Et c'est ça qu'il faut faire. L'autre aspect, si vous me demandez sur la question d'une chose extrêmement importante pour garder notre jeunesse, c'est de s'assurer aussi qu'on attire du talent de l'étranger, qu'on a des portes ouvertes à l'immigration, qu'on a des portes ouvertes au talent et qu'on s'assure que les jeunes veulent se promener, veulent avoir essayé différentes choses. Alors, il faut s'inscrire dans ce mouvement-là aussi dans nos sociétés. C'est très important. Et tu sais, parce que oui, il y a une grande compétition pour le talent, pour garder nos jeunes, mais il faut en attirer aussi d'autres d'ailleurs. Et ça, tant la Belgique que le Québec et le Canada se trouvent dans des positions enviables pour attirer du talent. Oui, et on le voit bien avec la KS, puisque vous le dites vous-même, vous avez déjà investi à de nombreuses reprises dans des firmes d'ingénierie destinées justement à innover sur
pas mal de secteurs. Peut-être alors une question à M. Van der Rees. Quand on investit dans de la biotech, puisqu'on sait que la Wallonie est connue notamment pour ses biotech, on l'a vu dans votre exposé, quand on manque de talent, est-ce qu'on a cette possibilité, comme le suggérait M. Blanchard, d'interpeller les universités, d'interpeller les secteurs de l'éducation et de dire il nous manque ce type d'ingénieur, il nous manque ce type de profil, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on crée une main-d'œuvre qui en fait n'est plus celle dont on a besoin. Mais évidemment, et il y a d'ailleurs depuis longtemps déjà des initiatives qui sont prises pour sensibiliser les jeunes aux fameuses formations techniques, ingénieurs, etc. Mais on sait bien que c'est évidemment une stratégie de long terme, puisqu'on sensibilise aujourd'hui ceux qui sortiront des études et qui seront diplômés dans 6-7 ans. On sait qu'en biotech, effectivement, le problème des compétences est crucial. Et d'ailleurs, dans le plan de relance, il y a une en guillemets, université biotech dont la création est prévue dans un de nos pôles biotech qui est Charleroi. Je pense aussi que, évidemment, les talents vont rester en Belgique. Bon, il y a la recherche, il y a l'accès aux équipements de pointe, qui sont toujours des priorités des plans de relance successifs, mais aussi s'ils voient que leurs entreprises peuvent se développer en Belgique, s'ils voient que quand ils créent des startups en Belgique, ils pourront attirer des capitaux et qu'ils ne seront pas obligés, pour prendre une image classique, d'aller à San Francisco et à Los Angeles pour attirer des capitaux. Et je pense que maintenant, on le voit en biotech, on le voit aussi, on commence à le voir en digital. En Europe, en Belgique, en Wallonie, on peut attirer des capitaux belges ou étrangers quand le projet est bon. Il faut évidemment… Vous êtes très optimiste et c'est votre rôle aussi, mais ce que nous, on note également, c'est que notamment, si on reprend par exemple les doctorants ou même les chercheurs, on nous dit, c'est vrai qu'en Belgique, on passe 5 ans sur une recherche très spécifique, on termine notre doctorat et puis on passe un peu à la suite. Il n'y a personne qui vient véritablement nous chercher pour nous dire, tiens, vous avez trouvé quelque chose d'innovant, ce qui est par exemple très fort le cas aux États-Unis, peut-être un peu plus au Canada également. Donc, il y a quand même encore un peu de travail à faire là-dessus, mais on doit poursuivre Je le note. Mais regardez, Katharina, vous avez parlé des Américains, on ne parlera pas du Canada, parce qu'au Canada, on a encore beaucoup de choses à faire à cet égard-là au Québec. Mais les Américains et les universités américaines sont extrêmement proches de leur secteur privé. Les Stanford a été à la source. Les gens sous-estiment la contribution de Stanford au développement de Silicon Valley. Mais c'était au cœur de ça. Et c'est pour ça que c'est si important d'être proche de nos universités et de s'assurer qu'il y a des échanges, puis qu'il y a des découvertes, puis il y a des brevets, puis qu'il y a des, etc., puis que ça soit encouragé. Et ça, puis qu'on finance nos universités. Mais l'autre point que je veux vous dire, Katharina, sur peut-être l'exemple québécois, puis Pierre-Luc, notre délégué général, est probablement mieux placé que moi pour en parler. Je ne suis pas le spécialiste de ça, mais je vais vous donner des exemples de Montréal qui ont permis à Montréal. Montréal a connu un essor incroyable au cours je dirais, entre 5 et 10 dernières années sur l'attraction du talent. Et ça a parti par des petites choses. À un moment donné, il y a eu 20-30 ans, 25 ans, un ministre visionnaire qui s'appelait Bernard Landry qui avait fait une cité du commerce électronique avant que ça se soit en mode d'en parler. Il y a eu quelques entreprises qui se sont mises là ensemble. Après ça, il y a eu les jeux électroniques. Il y a eu une autre petite grappe autour de ça. Et ça a fait des, comme on dit en bon québécois, ça a fait des petits. Et ça a attiré du talent. Et c'est là la question des écosystèmes d'Olivier. Ce sont des exemples et ça nous a aidé à garder le monde créatif à l'intérieur de la ville au sein de la ville de Montréal. Ça a permis, après ça, le développement d'un pôle en intelligence artificielle à l'Université de Montréal. Notre pôle, on est un des leaders au Québec en ce moment en intelligence artificielle. Ça a beaucoup commencé par l'Université de Montréal et par l'Université McGill. Alors, c'est là où, puis nous, on a investi dans des entreprises qui sont sorties de ces laboratoires-là. Alors, les écosystèmes, et en fait, souvent, les gens pensent que il faut faire venir Amazon, ou il faut faire venir Boeing, ou il faut faire venir Oui, c'est correct, ça peut apporter beaucoup. Mais
ne sous-estimez pas les petits gestes et les Les petites rencontres, grappes. les dialogues. Mais les petites grappes, parce que vous allez créer des écosystèmes qui vont grandir avec le temps. Il n'y a pas de magic bullet, là. Ça va se Et faire ça, on le voit sur. très bien, notamment avec certaines petites entreprises dans lesquelles vous investissez, hein, et la SRIW également, et qui mènent parfois à des IPO. Bon, voilà, c'est aussi montrer qu'on a cru en une initiative et que ça va générer toute une série d'opportunités. On va clôturer. Mais Catharina, juste là-dessus, parce que, excusez-moi, je trouve ça vraiment intéressant comme je veux rendre ça concret pour les gens qui nous écoutent. Je veux juste faire un dernier commentaire et notre délégué général a œuvré au sein d'Hydro-Québec. Mais une des raisons pourquoi au Canada, à Montréal, vous avez le siège social de SNC-Lavalin, puis de WSP, puis de d'autres boîtes d'ingénierie. Et puis pourquoi on a développé on a développé des leaders en énergie renouvelable, c'est parce qu'on a eu Hydro-Québec, puis parce qu'on a développé une spécialité dans les années 60, 70, 80 autour de l'hydroélectricité, puis que tout ça. Alors, c'est de là. Et si on n'avait pas eu les grands barrages, on n'aurait pas eu ces firmes d'ingénieurs-là, et qui sont maintenant à travers le monde. Oui, et là, c'est important aussi de noter que chaque région est spécifique et il faut aussi comprendre la richesse de sa région pour pouvoir apporter une réponse et une solution à un problème qu'on connaît bien. Et là, c'est important de noter également qu'il ne s'agit pas uniquement de copier le pays voisin, mais de comprendre quelle est véritablement notre richesse à nous. Et ça, ceci nous amène au chapitre sur l'environnement, hein, quelle place pour les défis environnementaux. On abordera beaucoup précisément ces énergies renouvelables, ces énergies propres avec l'hydroélectrique pour le Québec et la Wallonie qui se cherche encore un peu. On parle beaucoup de photovoltaïque, mais ça se casse un peu la figure, notamment avec un bilan 2020 qui n'est pas super enthousiasmant. Mais d'abord sur précisément ces critères ESG. J'ai compris que ça tenait beaucoup Monsieur Blanchard à cœur et je crois qu'en Wallonie et en Belgique plus généralement, on y tient aussi. Ces critères ESG, j'aimerais qu'on insiste sur le fait que les entreprises qui les respectent sont performantes. Monsieur Van der Hees, est-ce que ça, c'est encore un défi? Est-ce qu'on doit encore communiquer autour de l'intérêt d'être climate-friendly pour les entreprises? Ou ça, c'est un constat qu'on a fait aujourd'hui, dans lequel on croit et on a pris cette voie-là? Je pense que le train est lancé. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, on peut dire ESG is the new normal? Peut-être pas encore. Je pense que le train est lancé. Je ne dis pas qu'il ira en ligne droite, mais en tout cas, il ne fera plus jamais marche arrière. Et comment est-ce que la Wallonie a pris ce train-là? Mais bon, je pense que c'est au niveau de chaque entreprise et c'est aussi au niveau de l'Europe, puisqu'il y a une taxonomie européenne qui, quelque part, standardisera des reportings. Mais je pense qu'en Wallonie, sur l'aspect purement environnemental, il y a déjà les accords de branche qui existent depuis longtemps. On commence à voir des entreprises certifiées, par exemple Bicor, comme l'entreprise IBA, qui est donc active notamment dans la radiothérapie et la protonthérapie, qui est un peu pionnière. On voit que le président de l'Union wallonne des entreprises, M. Craet, a quand même fortement insisté lors de plusieurs de ses interventions sur la révolution climatique. Voilà, je dis, on n'est certainement pas encore au niveau de standardisation de la Caisse des dépôts pour l'examen de nos investissements, mais voilà, le train est lancé. Il y a de plus en plus de patrons qui sont convaincus aujourd'hui qu'il faut aller à vitesse accélérée vers une meilleure application de ces critères ESG. Il y a aussi les 17 objectifs de développement durable. Ce n'est pas quelque chose qui se normalise uniquement par des lois, par des décrets. Bien sûr. C'est là tout l'intérêt des investisseurs. Quand M. Blanchard dit que la crise, c'est aussi une opportunité. Et je dis, dans 10 ans, celui qui n'est pas, entre guillemets, certifié ESG, à mon avis, il n'aura plus d'investisseurs. Voilà. Mais est-ce que la SRIW pourrait, elle aussi, à un certain moment, dire, nous, aujourd'hui, au terme de cette crise et pour relancer l'économie d'une façon responsable, on a envie d'investir dans des entreprises qui respectent les critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux. Est-ce que c'est une possibilité où vous dites non, là, ce serait trop nous restreindre, on n'a pas envie de se lancer là-dedans?
Mais c'est en tout cas un élément qu'on prend en compte et qui peut déterminer, par exemple, la hauteur de nos investissements ou le risque qu'on prend. Je dis maintenant, dans l'ESG, c'est parfois difficile d'avoir une vue globalisante. Je prends un exemple, c'est la consommation énergétique. Bon, il y a certaines métriques qui prennent en compte la consommation du process. Il y a certains métriques qui prennent en compte également le level 2, la consommation de l'ensemble des intrants. Et il y a certains métriques qui prennent en compte, c'est le level 3, la consommation générée par l'utilisation du produit. Et donc, voilà, on voit que là, il y a encore sûrement des instruments de mesure à perfectionner, mais c'est clair que c'est un élément qu'on prend en compte. Bon, il faut aussi tenir compte de la nature de notre tissu industriel. On sait qu'on est fort en aéronautique, donc là, il faut plutôt pousser vers l'avion du futur, comme on a parlé de ce premier vol d'Air France. Voilà. Il faut tenir compte à la fois des réalités du terrain et de l'objectif à moyen et long terme. Oui, et c'est vrai que ce n'est pas aussi simple de dire c'est bon, je respecte les critères ESG, comme vous le disiez, il y a voilà, un système de calcul qui est encore assez flou, mais par contre, il y a un ambassadeur pour cette démarche, c'est ce très connu Bob Willard qui a montré à plusieurs reprises via le terrain, mais via aussi les différentes études, qu'il y a un intérêt pour les entreprises à être à un certain moment en phase avec les défis environnementaux. Monsieur Blanchard, peut-être juste pour terminer sur le point des critères ESG, pour vous, c'est quoi le gros défi? Puisque manifestement, les critères ESG sont voilà, reconnus, acceptés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Alors, le défi, c'est quoi? C'est une grosse question. Moi, je trouve, là, dans les questions de ESG, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Là. Alors, Olivier, vous parlez des questions du... Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'Olivier a dit. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se servent, je trouve, la question de comment on va mesurer ça. Et on a-tu les bonnes mesures ou pas? Ça va venir, ça. On est tous en train d'apprendre. Quand Olivier dit à la caisse, je suis certain qu'ils font ça plus. Hey, vous savez quoi? Des fois, je suis un peu surpris que c'est assez encore rudimentaire à certains égards, notre calcul de l'ESG. On n'est pas aussi. On est en train d'apprendre tous ensemble sur ces questions-là, comment on va. Mais l'important, c'est de se poser la question. Le capital doit. On a vu, là, on est passé de 1980 avec Thatcher Reagan et la victoire de l'école de Chicago, où c'était le capital n'avait qu'un seul but, c'est le retour dans les corporations n'avaient qu'un seul but, le retour pour les actionnaires. Fast forward ça à 2018-2019, où 189 CEO de grandes compagnies américaines disent pour la première fois, ils changent le but des entreprises autour du US Business Roundtable, puis ils disent les entreprises ont des responsabilités envers les parties prenantes dans les milieux, envers les stakeholders. Pour eux, c'était en premier lieu les employés. Le but, l'objectif, l'objet d'une corporation n'est plus seulement uniquement le retour pour les actionnaires. Il faut aussi tenir compte des employés et de certains autres stakeholders. Et c'est là qu'il faut aller. Quels sont les deux plus grands problèmes? On va finir là-dessus. On est en Occident, la Belgique, le Canada, le Québec, on est des sociétés de libre marché, capitalistes, qui souhaitent, je pense, fondamentalement le rester. Mais il faut reconnaître que dans ce contexte-là, il faut que le capital contribue à solutionner certains des plus grands problèmes auxquels on fait face. En ce moment, ça s'appelle la COVID-19, les changements climatiques et les inégalités. Et là, il y a un rôle, si le capital privé ne réfléchit pas à comment contribuer à résoudre ces problèmes-là, c'est là que le système ne marchera pas. Il faut aider le système capitaliste, entre guillemets, puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Financial Times, il y a 2 ans, qui ont fait une première page. Et dans le fond, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aider le système capitaliste à se sauver lui-même. Mais le Financial Times, dans la première page, il y a 2 ans, avait dit Capitalism needs a reset. Mais c'était 7. Alors, quand vous me demandez, l'avenir passe par là. Et pour moi, et c'est là, pour ça que je pense qu'il y a tant d'opportunités et pourquoi je suis si optimiste,
c'est que je vois depuis un mouvement très massif au sortir de cette crise. On en est tous en train, espérons-le, de sortir du pire de la crise, la COVID, mais on a vu que les inégalités, nous étions aussi forts que le plus faible d'entre nous. Et on s'est aperçu que si vous étiez une femme, vous aviez deux fois plus de chances de perdre votre emploi qu'un homme dans cette crise-là. On s'est aperçu que dans nos villes, les grandes villes, les endroits les plus pauvres étaient les endroits où le COVID était le plus fort. On s'est aperçu aussi qu'entre les pays, il y a des différences qui doivent être réduites. Et on s'aperçoit que les changements climatiques, on doit nécessairement trouver une solution pour mitiger les changements climatiques au cours des prochaines années rapidement et que ça ne se fera pas juste avec l'argent des États, des gouvernements, du Trésor public. Il faut que le secteur privé contribue par ses ressources financières, son talent, son intelligence et l'ensemble de nos capacités. Et c'est important et c'est une série d'opportunités pour tous et chacun d'entre nous. Je dois dire que je suis très, très admirative de votre discours, Monsieur Blanchard, et on sent le passif diplomatique derrière, parce que quand on parle d'investissement, on a en tête capital. Comment faire fructifier mon capital en le plaçant ci et là pour être sûr que je trouve retour sur cet investissement. Et avec vous, on comprend vraiment à quel point c'est une grande toile qu'on tisse tous ensemble et que les investisseurs ont un vrai rôle à jouer dans la direction, et on le disait en tout début d'échange, hein, dans la direction à prendre pour sortir de cette crise. Alors, vraiment, merci, Monsieur Blanchard, pour ces mots. On va clôturer sur un enjeu majeur et il nous reste 3 petites minutes, donc on va essayer de le faire en 3 minutes, mais je vais donner la parole à Monsieur Van der Rees parce qu'on connaît le champ hydroélectrique québécois et on sait que ça reste un défi, bien sûr, mais disons qu'il est déjà très, très solide. Mais pour la Wallonie, on peine à comprendre la direction qu'on doit prendre en termes d'énergie alternative, d'énergie renouvelable. Pour rappel, nous, en Belgique, on doit fermer nos 7 centrales nucléaires d'ici 2025 et on ne sait toujours pas par quoi on va la remplacer. Alors, peut-être juste un mot pour les années à venir, Monsieur Van der Rees. Le défi, ce sera quoi? Ce sera de choisir une seule source et de se dire maintenant, on mise tout là-dessus et on y va à fond, ou de continuer à composer avec l'éolien, le photovoltaïque. On parle maintenant aussi beaucoup du recyclage des déchets pour en faire de l'énergie. Quel est votre avis là-dessus? En tant qu'investisseur, vous investissez dans quoi? Mais la solution serait évidemment multiple, puisqu'il y a des énergies qui devront être continues et il y a des énergies, je dirais, qui sont plus intermittentes, celles qui sont liées au vent et au soleil. Il y a évidemment la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, et il y a le développement du stockage. Donc, je pense qu'on va investir dans ce panel. Et quand on parle d'investissement facilitant la transition énergétique, il y a l'investissement dans les infrastructures de production, il y a les investissements dans les nouvelles technologies, notamment de metering, d'utilisation les plus efficientes, les Energy Management Systems, et il y a l'investissement dans les sociétés industrielles pour les aider quelque part à améliorer leur efficacité énergétique. Donc, c'est un panel très, très large. Ici, de l'avis général, une des solutions pourrait être l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable. Ça implique évidemment qu'il faut produire de l'électricité. Mais cet hydrogène vert permet à la fois de remplacer des carburants fossiles et est aussi quelque part un mécanisme de stockage de l'énergie. Le progrès à faire, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas rentable par rapport à l'hydrogène gris. Et donc, il faut à la fois faire baisser le prix des électrolyseurs et probablement le prix de l'hydrogène gris avec le prix de la tonne carbone va augmenter. C'est encore une autre option, en plus de toutes les autres qu'on a déjà relativement explorées. On sait que, par exemple, l'éolien offshore, c'est vraiment un de nos… Allez, on parlait de nos richesses, de ce dans quoi on est vraiment pionnier. L'offshore, c'est notre ADN aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire, tiens, on met tout finalement sur l'offshore en tant qu'investisseur? Est-ce que ça, c'est un risque ou vous préférez de toute façon investir dans plusieurs innovations? Non, c'est-à-dire que la SRI, on est déjà aujourd'hui fortement investi dans l'offshore et on a l'ambition d'y investir encore. Cependant, il faut savoir que les appels d'offres pour les nouveaux parcs offshore sont aussi dépendants d'un renforcement du réseau de transport terrestre, donc de nouvelles infrastructures, dont une célèbre qui s'appelle la boucle du Hainaut.
Et donc, on ne va pas pouvoir développer des nouveaux parcs offshore probablement avant 2027-2028. Mais on sera certainement au rendez-vous et on sera certainement candidat quand il y aura les appels pour les prochains parcs offshore. Voilà, parce qu'on finit toujours sur une note d'espoir. Et alors, un petit mot aussi, juste pour clôturer, à Biomed Quality Product, puisqu'on parle d'entreprise wallonne. Et là, c'est une entreprise qui vient de poser la première pierre d'un projet de biométhanisation. Et donc, ça va être très intéressant parce que là, on parle vraiment d'économie circulaire avec du recyclage de déchets pour en faire de l'énergie électrique. Et donc, ça montre aussi que la Wallonie est sur la balle pour trouver toujours de nouvelles alternatives et pour concrétiser ces projets. Merci beaucoup à nos deux éminents intervenants conférenciers, Olivier Van der Rees de la SRIW et Marc-André Blanchard de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Merci à tous les deux. Ça a passé très, très vite, mais on a dit beaucoup de choses. Alors, merci à vous. Et le mot de la fin, ce sera bien évidemment pour le président du Cercle d'affaires Belgique-Québec, Olivier Grossman. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Olivier Grossman, président du conseil d'administration du CABQ. Au nom du CABQ, je souhaitais vraiment vous remercier chaleureusement pour votre participation. Je tenais à remercier tout particulièrement M. Pierre-Luc Desgagnés et son équipe, évidemment Katharina, et nos deux conférenciers d'exception, M. Van der Rees et M. Blanchard, qui ont pu être présents à l'invitation malgré leur agenda chargé. Voilà qui clôture ce nouveau webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi si vous êtes au Québec ou soirée si vous êtes en Belgique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site internet cabq.ca. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au plaisir. Voilà.